Bonjour tout le monde, bienvenue ce soir pour une présentation donc, du crochetage myofacial par Pierre-Michel Dugailly. Pierre-Michel va vous expliquer un peu les buts et les aboutissements de cette technique et il va vous expliquer également les modalités et la mise en place. Je tarde pas plus longtemps, je vous transfère directement à Pierre-Michel qui prend la parole. Bienvenue à cette soirée d'information sur les techniques dites au départ, en tout cas de fibrolyse diacutanée. On va un petit peu détailler ce que ça veut dire et donner un petit historique à cette technique qui est fortement répandue en Belgique, en tout cas en Europe globalement, et qui a une origine suédoise notamment. Donc, ici, l'idée, c'était de vous faire un petit topo sur l'état des lieux de cette technique, donc ce qu'elle est, quels sont ses modes d'action, quelles sont les études scientifiques qui supportent un peu l'utilité de cette application dans différentes conditions cliniques. Donc, ça fait une trentaine d'années que nous enseignons, Bernard Van Geet et moi-même, cette technique dans différents pays en Belgique principalement, mais aussi en France, en Italie, au Portugal bientôt. Et donc, c'est une étude qui est assez bien répandue dans nos pays voisins et qui, je dirais, démontre quand même des actions assez intéressantes en complément d'autres approches manuelles ou en tout cas en kinésithérapie. Vous verrez aussi qu'on va parler d'un nouveau concept MyoWings qui est basé sur le développement d'un nouvel instrument qui permet de travailler en crochetage myofacial, mais avec différents avantages qu'on a essayé de retrouver justement dans le développement de ces instruments particuliers. Donc là, tout va bien. Je ne sais pas. euh, non, voilà, on va faire ça. Voilà. Donc, parallèlement à ça, on a, grâce, je dirais, à la crise du Covid, on a pu enfin rédiger un ouvrage qui était tant attendu et qu'on avait envie de finaliser. Un ouvrage qui parle justement de la technique de fibrolyse et qui détaille l'ensemble des régions. C'est un vrai guide pratique avec pour chaque, je dirais, région anatomique, des références anatomocliniques qui supportent en fait l'utilité de cette technique. Et donc cet ouvrage a été terminé en septembre 2023 et il est actuellement fourni euh, avec la formation, en tout cas avec le package de la formation et des instruments et qui finalement pour nous était indispensable pour avoir un support, je dirais, standard, cohérent euh, pour l'ensemble des formations que nous donnions. Et qui donnait évidemment une base solide, que ce soit par rapport aux études cliniques sur la méthode, mais aussi sur la clinique et la reconnaissance des entités cliniques par la palpation notamment, puisque c'est une technique qui demande une bonne connaissance de l'anatomie de surface et l'anatomie palpatoire. Donc, cette technique, elle a été élaborée par Kurt Ekman dans les années 70. Donc, il considérait comme une méthode thérapeutique des algies de l'appareil locomoteur. Et donc, l'idée d'Ekman, c'était, par son expérience de kinésithérapeute et sa grande connaissance de l'anatomie clinique, d'aller rechercher la présence de zones indurées qu'il appelait des adhérences, des corpuscules irritatifs euh, entre différentes zones faciales ou différentes reliefs musculaires qu'il allait ou qu'il envisageait en tout cas de libérer par l'utilisation d'un crochet. Donc c'était au départ une action très mécanique au travers de la peau, mais sur ces zones plus irritées, irritantes et indurées. Donc l'idée, c'est évidemment
d'utiliser un instrument qui permettait de contourner certaines structures anatomiques pour pouvoir s'immiscer entre des plans de glissement et de séparer ces structures musculaires ou faciales dans le but d'étirer ces sillons intermusculaires et de libérer des zones plus indurées, plus adhérentes, ou de les étirer pour donner une meilleure fonctionnalité dans ces espaces de glissement, ces espaces de recouvrement. C'est bien sûr une méthode qui se fait au départ à travers la peau, ou au travers de la peau et pas à travers la peau, je me corrige. Et donc, demander évidemment une grande sensibilité palpatoire pour pouvoir détecter au travers de la peau ces sensations, ces zones irritées, ces zones indurées. Alors au départ, Kurt Ekman, il bricolait beaucoup, donc il avait confectionné ses propres outils à partir de gabarits, comme on peut l'observer ici. Et puis ces gabarits, il les travaillait, il les affûtait et il les pliait pour leur donner des courbures particulières, ces courbures qui s'adaptaient au mieux au relief anatomique. Vous voyez aussi sur cette photo-ci qu'il avait également élaboré un outil plus large avec je dirais une double courbure qui finissait par une extrémité plus étalée, plus étendue, plus élargie, dans le but aussi d'améliorer le confort. Et c'est ce qui nous a un petit peu sensibilisés au cours du temps, c'est l'utilité ou la nécessité d'avoir des outils qui permettaient d'avoir tantôt une surface d'appui plus élargie, plus confortable, et parfois aussi avoir la possibilité d'avoir une zone d'appui plus punctiforme selon les zones anatomiques euh, sur lesquelles on travaille. Alors, il existe bien sûr dans différents outils qu'on a pu évaluer, qu'on a pu comparer. Il y a des outils en plastique qui euh, présentent une grande flexibilité, qui ne sont pas très très stables au niveau de leurs composants en fait et qui ne permettent pas d'avoir une zone de contact qui reste précise durant la technique. Il y a bien sûr des outils qui ont été confectionnés en métaux que certains connaissent bien, qui sont assez proches de ceux confectionnés par Ekman. Mais nous, dans l'idée de notre développement, on avait envie évidemment d'avoir un outil qui donnait à la fois un confort mécanique sur la peau du patient, une efficacité qui pouvait être améliorée selon les zones de contact entre le crochet, la courbure ou l'extrémité de cette courbure et la structure anatomique cible. On voulait aussi également modifier cet aspect agressif, froid du métal et donner à cet instrument une propriété, une géométrie qui donnait une meilleure ergonomie. Il y a d'autres instruments comme ceux-ci avec, je dirais, une double courbure, mais qui perdait en efficacité si l'on voulait utiliser ben, la partie dorsale du crochet notamment. Quant à ceux-ci, ils donnaient une zone de contact qui perdait de sa précision, puisqu'elle était finalement trop arrondie et ne permettait pas d'atteindre certaines zones avec une précision et d'avoir un effet mécanique qui est très localisé et très précis. Ah oui, c'est moi qui dois admettre maintenant. Euh, donc l'idée aussi, et c'est quand même très très important, c'est bon, ça a été, je dirais, la technique a été amenée en Belgique par des ostéopathes, donc il y avait déjà ce raisonnement un peu plus global, plus holistique du dysfonctionnement neuromusculo-squelettique. Et on sait actuellement l'étude sur les fascias et ces tissus conjonctifs de connexion que on doit vraiment évaluer le dysfonctionnement dans une plus grande globalité où on considère bien sûr la propagation ou l'importance de la propagation des contraintes par ces notions de tenségrité, par ces notions de rapport anatomique qu'on négligeait beaucoup avant et qu'on considère de plus en plus dans la physiopathologie
neuromusculaires. Et je dirais la technique, l'application du crochet, et la considération de tous ces liens conjonctifs, évidemment, est particulièrement adaptée à l'utilisation d'un instrument, parfois la main, parfois un instrument qui donne une meilleure précision dans des zones où l'abord digital est limité. Et ça nous a permis avec le temps de trouver, heureusement dans la littérature, des supports qui nous permettaient de comprendre que les tissus d'interconnexion entre différentes structures anatomiques, qu'elles soient musculaires, faciales, avaient vraiment un rôle dans la transmission des contraintes, dans l'absorption des contraintes, dans la proprioception musculo-articulaire. Et donc, je dirais, le concept d'Ekman euh, prenait tout son sens grâce justement à ces études qui deviennent de plus en plus riches concernant justement ces tissus d'interconnexion et leur rôle dans la propagation des contraintes et de la force. Et donc, l'idée, évidemment, c'est pas de disséquer, de rompre complètement ces liens conjonctifs, mais c'est là où ces liens conjonctifs présentent une densité, c'est de les mettre en relation avec la pathologie, la condition clinique, de leur redonner de la mobilité afin qu'il y ait une meilleure propagation de ces tensions d'un tissu à l'autre, d'un tissu voisin ou musculaire ou facial. Et il y a des études qui montrent justement que c'est la présence ou l'absence de ces zones d'interconnexion peuvent entraîner, comme on le voit ici, par exemple, quand on sectionne ces liens conjonctifs, eh bien, on voit que l'extrémité distale du muscle voisin va voir sa tension augmenter rien que par une transmission plus directe et moins absorbée. Alors, les effets du crochetage se disent avant tout mécaniques. Donc, l'idée, c'est évidemment de détendre les structures conjonctives, de libérer ces adhérents, ces corpuscules, de redonner de la mobilité, parfois d'améliorer la souplesse, la compliance d'une structure enraidie, qu'elle soit cicatricielle, liée à un hématome, euh, voire aller chercher certains décollements périostés. Donc, vraiment de travailler sur les anthèses musculaires. Il y a cette notion de mécanobiologie qui rentre en compte de plus en plus. Il y a des études qui montrent que certaines techniques instrumentales, en fonction de l'intensité de la technique, de la direction de la stimulation mécanique, et qu'on peut avoir des effets différents sur l'activité, notamment et la prolifération des fibroblastes. Donc, il y a cette notion de mécanobiologie qui commence à être de plus en plus rapportée et étudiée dans la littérature. Alors, Ekman et d'autres praticiens parlaient également d'effets vasculaires. C'est clair que quand on travaille sur une zone myofaciale, ben, on voit qu'il y a l'apparition de rougeurs cutanées. Donc, on peut supposer une composante hémodynamique qui est modifiée. Qui peut être lié au relâchement musculaire, qui peut être lié, je dirais, à une action directe sur, je dirais, les capillaires de la zone qui est mobilisée. Des effets neurologiques par inhibition sur des points triggers, des points Jones et autres. Et puis, c'est clair que l'approche s'est fortement développée dans toutes les problématiques d'enclavement nerveux, c'est-à-dire des zones où le tissu conjonctif peut euh, être rétracté ou serré et irriter un tronc ou un rameau nerveux. Alors, concernant l'efficacité de les bases scientifiques, ben, il y a plusieurs auteurs qui ont étudié l'effet de la fibrolyse pour différentes conditions cliniques, aussi des études plus expérimentales. Et je dirais, cette dernière revue de la littérature conclut quand même à,
je dirais, une efficacité thérapeutique, mais qui doit être combinée à d'autres approches plus conventionnelles. Donc, ce n'est pas une méthode qui remplace quelque chose, elle est complémentaire aux autres approches, bien sûr en cohérence avec la pathologie musculo-squelettique. Et elle est efficace tant pour la douleur que pour améliorer, je dirais, les aspects fonctionnels sur le moyen, court et long terme. Concernant ces évidences, on a plusieurs études dans la littérature, dont une qui a été publiée par mon collègue Bernard Van Gey, sur la mobilité articulaire, notamment au niveau de la cheville en ce qui concerne son étude. On voit des augmentations de la mobilité, des diminutions de la raideur musculo-articulaire. Donc, ce qui peut supposer une augmentation de la compliance musculaire ou myofasciale. Et ceci a été d'ailleurs rapporté par d'autres études qui démontrent aussi des modifications au niveau de l'angle de pénation, donc ce qui caractérise bien également un relâchement, je dirais, intramusculaire, donc au sein de la structure musculaire, l'organisation myofaciale intramusculaire. D'autres études plus orienté sur des entités cliniques dans les cas d'anthésopathie, de syndrome fémoro-patellaire, de canal carpien, de conflit antérieur d'épaule, qui montraient des modifications, soit en termes de douleur, de force de préhension, de position euh, de la patella. Donc toutes ces études euh, sont assez encourageantes. Elles sont plutôt bien menées puisqu'elles font souvent appel à à la comparaison d'un groupe, soit de placebo, soit d'une technique simulée, donc qui montre clairement que l'approche mécanique de crochetage est supérieure par rapport à une approche qui, et je dirais, où l'intention thérapeutique n'est pas, euh, n'est pas réalisée. Les indications les plus fréquentes concernent bien sûr les algies de l'appareil locomoteur. Anciennement, le crochetage je dirais, a fait sa renommée dans les approches ou le traitement des adhérences post-traumatiques. C'est clair qu'avant, on immobilisait, le temps d'immobilisation était beaucoup plus long qu'actuellement. Donc, le crochetage était une des modalités qui était fortement prescrite par les chirurgiens orthopédiques. Les névralgies d'enclavement, que ce soit les occipitalalgies, dans certains cas, certaines sciatalgies, les névralgies cervico-brachiales. Donc, tout ça, c'est abordé dans notre ouvrage pratique, mais dans les cours, où on explique bien, évidemment, quelles sont les origines possibles, les indications euh, et les contre-indications dans ce type de problématiques. Certains syndromes canalaires, qui est finalement un syndrome tu vois mon menton, un syndrome de compression, hein, d'enclavement, mais un peu plus particulier. Les syndromes du compartiment, syndrome d'éloge. On parle ici évidemment de certaines entités où les patients présentent une, euh, une rétraction, une tension anormale au niveau des structures faciales des compartiments. Les tendinopathies, les anthésopathies, bah, le tennis elbow, c'était effectivement une condition clinique qui était euh, où le crochetage était fortement utilisé et ne remplaçait pas notamment les ondes de choc, mais s'intéressait plutôt à ces rapports musculaires ou en tout cas myofasciaux qui permettaient d'avoir une approche plus fonctionnelle de l'anthésopathie que ne l'est la technique par ondes de choc notamment, qui reste également, tout comme le crochetage, donc une approche complémentaire. Les chondropathies, ben, toutes les chondropathies avec ces syndromes de friction, ces tensions excessives au niveau du tractus iliotibial, euh, étaient souvent bien améliorées par l'approche complémentaire de type crochetage. Alors la particularité de cette méthode, et Ekman insistait beaucoup là-dessus,
c'est cet abord centripète, c'est-à-dire de comprendre vraiment, je dirais, la problématique myofaciale dans une plus grande globalité. Donc, c'est de s'intéresser vraiment avant tout au rapport anatomique entre les structures et de voir si elles ne sont pas, dans quelle mesure elles sont impliquées dans la pathologie du patient. Et donc, on avait un abord qui était dit centripète, donc éloigné, je dirais, de la zone lésée, de la zone en souffrance, pour pouvoir euh, assurer que la mobilité entre les différentes structures euh, musculaires ou myofaciales était la plus homogène possible. On avait évidemment le moyen de comparer par rapport à l'autre côté, et puis l'expérience clinique permettait évidemment d'avoir une approche plus pertinente, plus discriminante au niveau de ces zones conflictuelles, ce qui permettait d'éviter un traitement symptomatique et d'aller systématiquement crocheter la zone douloureuse, une anthèse au niveau du coude, une zone d'insertion au niveau de la tubérosité tibiale antérieure, par exemple. Donc, on abordait les zones éloignées de la zone de, de la lésion et petit à petit, on se rapprochait de cette zone en souffrance, à éviter aussi les réactions au rebond, les réactions plutôt inflammatoires, excessives, qui peuvent être évitées euh, avec ce type d'approche. Comme je l'ai dit, cette approche, elle est complémentaire aux autres méthodes de kinésithérapie, aux approches manuelles également, mais aussi les techniques excentriques, les ondes de choc, voire des approches de type étirement musculaire, étirement des chaînes musculaires. Les fréquences de traitement, ça va évidemment dépendre de la pathologie. Parfois, dans certains cas, il y a des contre-indications et on en parle bien sûr dans notre enseignement. Des contre-indications strictes, des contre-indications relatives. La qualité de la peau peut être une contre-indication relative. Parfois, la motivation du patient ou l'émotivité du patient peut être également une contre-indication relative. Il est clair, comme toute approche, si après quelques séances, il n'y a pas de changement significatif, bah, il est conseillé de modifier ou d'adapter les, euh, les applications utilisées dans le traitement du patient. Alors là, le crochetage, c'est pas simplement appliquer un crochet dans des sillons, des espaces et créer une traction, une tension, une contrainte mécanique. C'est à la fois d'évaluer par palpation manuelle, donc par la palpation digitale, mais aussi par l'instrument pour évaluer la sensibilité du patient. Et puis, il y a un acte de mobilisation et dit de fibrolyse. La fibrolyse, elle se caractérise par un mouvement qui est amplifié en termes d'amplitude et de vitesse de mouvement, mais sur une amplitude qui est évidemment très petite. On a des approches qui sont plus dites périostées, donc on va gratter les zones d'insertion dans le but évidemment de créer une stimulation mécanique et de relancer certains processus de cicatrisation, un peu comme le fait les ondes de choc. On a d'autres approches de type glissement, technique ondulatoire, donc où là, on peut utiliser d'autres parties du crochet ou la spatule. On va détailler dans la suite de l'exposé. Il y a des pressions toutes simples qu'on peut effectuer bien sûr de manière digitale, mais parfois, selon je dirais, les zones anatomiques, et afin d'éviter la fatigue de certaines articulations, notamment au niveau de la main, ben, il est intéressant d'utiliser un outil comme le crochet ou la spatule. Et puis, on a développé avec Bernard une méthode active où ça nous permettait d'être encore plus en adéquation avec cette fonctionnalité intermusculaire, c'est-à-dire d'utiliser des tractions passives tout en demandant une action musculaire d'un muscle voisin ou d'un muscle antagoniste afin d'avoir une composante active qui correspond plus à la réalité du terrain
Et cette composante active permettait d'augmenter les tensions, mais de manière quelque part plus fonctionnelle, puisqu'on demandait à ce moment-là une contraction de la part du patient. Donc on ne restait pas essentiellement dans un abord passif. Les principaux défauts, alors ici on a une illustration qui reprend tous les défauts, euh, c'est-à-dire, je dirais, un thérapeute qui est extrêmement agressif, une main qui palpe, qui n'est pas du tout euh, dans l'évaluation et l'écoute et la reconnaissance, je dirais, de ces zones intermusculaires, puisqu'on voit que le crochet est très éloigné de la main, que la main, elle n'a pas du tout une intention d'évaluer. On a un instrument qui est extrêmement agressif, qui n'est pas rempli, donc qui va augmenter cette surface de contact et la pression au niveau de l'extrémité. On voit que cette extrémité n'a pas une localisation précise. Elle peut d'ailleurs, selon l'observation, être en regard d'une structure veineuse, ce qui évidemment est une contre-indication totale à l'application d'une telle méthode, et en l'occurrence, si elle présente une agressivité comme elle est illustrée ici. Donc la mauvaise localisation, on s'en rend bien compte et on peut se poser des questions. C'est pour ça évidemment qu'on crée des formations, c'est pour s'assurer que les connaissances soient suffisantes, soient bien, je dirais, actualisées par rapport à la littérature et en accord avec les différentes conditions cliniques. Euh, et j'ai eu la chance de travailler pendant une vingtaine d'années en anatomie, ce qui m'a permis évidemment de pouvoir affiner euh, mes connaissances anatomocliniques et de pouvoir les enseigner lors de l'organisation et les partager lors de l'organisation de ces formations. Alors parlons un petit peu des outils qu'on a développés. Donc l'idée, c'était de changer quelques aspects, notamment les courbures, la morphologie du manche et l'extrémité. Et en fait, vous voyez que dans les années 2010-2012, on avait déjà élaboré quelques croquis qui détaillaient nos objectifs, nos projets, tantôt pour créer des spatules, tantôt pour insister sur des courbures particulières, sur la modification de la forme de ce manche. On a d'ailleurs à l'époque, enfin, j'ai designé et conceptualisé l'instrument qui est commercialisé, le K-Knife, le Knife. Et on est parti en fait sur ce développement qui nous semblait intéressant, mais incomplet dans sa conception. Et donc, on a travaillé sur les courbures, on a travaillé sur le design de cette spatule, et vous voyez un peu toute la chronologie ici, où on a travaillé sur des modélisations plus simples au départ. On avait déjà l'idée de modifier l'extrémité, de modifier le type de spatule. Euh, on a aussi voulu changer la forme du manche et donner un aspect beaucoup plus ergonomique et plus renforcé mécaniquement au niveau de l'instrument dans la zone, le lien entre le manche et le crochet. Et puis on a fini par, je dirais, adapter ici cette extrémité pour la rendre beaucoup plus fonctionnelle avec une zone plus élargie et puis deux zones plus courbes et qui étaient différentes selon les instruments. Et donc, toutes ces adaptations ont finalement abouti à l'élaboration de deux nouveaux instruments, deux nouveaux crochets qu'on appelle MyoWings, et voilà, qui présentent des caractéristiques bien distinctes, bien adaptées, je dirais, à nos expériences euh, cliniques et communes, tant au niveau de l'enseignement, mais aussi au niveau de notre pratique. Et on a décrit une géométrie. Toutes ces géométries sont enregistrées, sont dans un brevet, en fait. Elles ont été brevetées. Et donc, toutes ces dimensions sont bien définies. Elles sont différentes selon les extrémités. Les rayons de courbure, vous voyez, ils sont différents. Et la spatule a une orientation particulière, ce qui permet de donner un certain levier
mais de conserver deux extrémités plus étroites. Donc, on peut avoir une zone d'appui qui est extrêmement large et étalée et homogène, et puis deux autres zones qui nous donnent des appuis plus serrés, plus étroits, et où on peut utiliser le levier de chaque extrémité différent. Et par rapport à cette adaptation, on s'est rendu compte dans nos cours qu'en fait, on avait un apprentissage qui était accéléré pour les participants avec beaucoup moins de défauts qui se mettaient en place. Bien sûr, ces instruments ont été testés mécaniquement pour s'assurer de la durabilité mécanique de la performance et de la durabilité mécanique de l'instrument. Euh, Ils sont certifiés dispositifs médicaux et ils sont fabriqués dans une matière, un polymère, donc une matière plutôt plastique, qui présente une haute résistance mécanique. Vous voyez qu'on a testé cette résistance et à 40 kg, il n'y a aucune fracture, aucune lésion qui peut être observée au niveau du matériel. Et ces instruments ont été également testés, vous pouvez en voir l'illustration ici, par modèle informatique. Et on voit que à 9 kilos, il y a un risque de l'ordre de 2%. 9 kilos, c'est des valeurs qu'on n'atteint jamais en pratique, en tout cas pour des pratiques, je dirais, usuelles. Et on voit ici bien l'évolution de ces contraintes qui se localisent essentiellement au niveau de l'extrémité. Du reste, ce développement a été réalisé grâce à une collaboration le- avec l'entreprise de Solvay qui fabrique je veux dire, ces matériaux, ces substances plastiques. Et on a d'ailleurs pu rédiger un article dans leur journal qui permettait de décrire un peu les avantages de ce matériel. Euh, et... Oui, j'ai les clés. Désolé. Et donc, voilà, on avait euh, détaillé un petit peu les objectifs de ce développement et finalement les résultats. Et ces résultats ont permis aussi d'aboutir, de participer à un concours où on a été deuxième lauréat dans un concours sur l'utilisation de ces matières plastiques dans différents domaines. Et on a même participé à une foire commerciale où on a pu présenter ces instruments. Et donc voilà, tout ça pour détailler un peu ces nouveaux outils qui nous amènent, si je reviens un petit peu en arrière, en fait, vous verrez, je vais vous faire une démonstration, mais la particularité de ces extrémités, c'est qu'on pouvait utiliser à la fois cette zone élargie et puis cette zone plus fermée, plus acérée, qui permettait une action plus punctiforme, plus proche de ce que le crochet traditionnel pouvait donner. Mais finalement, on se rend compte qu'on avait beaucoup plus de fonctionnalités avec ces adaptations-ci, ce qui correspondait beaucoup mieux aux besoins de la pratique quotidienne. Donc voilà, Olivier, je vais peut-être te laisser la main pour les questions au départ avant de faire la démonstration. Pierre-Michel vous a fait une première présentation donc, du crochetage myofascial et surtout de l'utilisation de l'outil. Et maintenant, je pense qu'il va mettre en place quelques démonstrations techniques. Alors, ok, nickel. Donc voilà, ici, on a les différents instruments. Donc, on a deux instruments avec donc trois courbures finalement. J'essaie de me... Voilà. Donc, trois courbures et vous voyez que chaque extrémité est particulière, la largeur est différente, le côté latéral est également sensiblement différent. Vous voyez, il est beaucoup plus large ici, et le crochet a un plus grand rayon de courbure, ce qui permet de travailler finalement sur des structures anatomiques beaucoup plus grandes et qui donne un accès plus profond au niveau de ces structures anatomiques.
On voit que la spatule, voilà, elle est assez particulière. Si je vous la montre comme ceci, elle est très fine, elle n'est pas tranchante, donc on s'est bien on s'est arrangé pour avoir quelque chose de très confortable, mais on a une surface d'appui qui est extrêmement large. Et bien sûr, en modifiant l'orientation, on peut avoir des zones de contact qui sont plus intéressantes. La prise en main, ben, on verra qu'elle se fait comme si on tenait, comme un artiste peintre, hein, comme si on tenait un stylo, un peu différente quand on utilise la spatule, puisqu'en fonction du type de levier et du type de technique, ben, on peut avoir tantôt une position comme ceci, tantôt une position, je dirais, sur la partie latérale de cette spatule. Et donc, l'idée, c'est de, bien sûr, sur base d'une palpation musculaire, de ces sillon intermusculaire, c'est d'évaluer d'une part la sensibilité et, je dirais, le caractère homogène du tissu interstitiel, du tissu intermusculaire. Ça demande bien sûr une bonne connaissance des différentes structures anatomiques, un bon repérage par testing musculaire et bien sûr par palpation. Et à ce moment-là, ben, l'évaluation palpatoire, si elle confirmait une zone plus indurée, plus sensible, eh bien, elle permettait de justifier une action, pas seulement sur cette zone sensible, mais une exploration sur l'ensemble du sillon concerné, par exemple d'une structure voisine à la structure musculaire dont l'anthèse présentait une grande sensibilité. L'instrument va se positionner dans ce sillon intermusculaire et on a bien sûr cette palpation qui repère la zone d'intérêt, cette zone plus indurée. Il y a une prise particulière qui vise à gonfler, à créer une vague au niveau de l'élément musculaire. Oui, parfois, cette prise peut être, je dirais, très fermée, parfois plus élargie, selon évidemment l'importance du relief anatomique. Et la courbure va être choisie selon, bien sûr, cette structure. Et l'idée, c'est de former cette vague pour pouvoir faire en sorte que le crochet puisse facilement tomber dedans sans effort. Si je relâche ma structure, ben, on va voir que le crochet va présenter une zone de vide, ce qui veut dire que quand on va travailler, ben, la contrainte sera plus importante au niveau de l'extrémité et pas répartie sur l'entièreté du crochet. Ce qui change énormément, je dirais, la sensibilité euh, lors de la technique. Et ensuite, c'est la main, je dirais, qui palpe, qui va mobiliser, et le crochet au départ qui va accompagner. Donc, on a une palpation dite digitale et une palpation instrumentale. Donc, avec l'habitude, on va ressentir le type de résistance qu'on a en traction ici sur le crochet. Et on va explorer l'ensemble du sillon. Et là où il y a des zones plus indurées et anormalement indurées, eh bien, on va pratiquer des tractions qui peuvent être lentes et progressives au départ, si la zone est très sensible, qui peuvent être, et ça, cet instrument offre cette possibilité-là, mobilisé dans l'autre direction, c'est-à-dire vers le muscle voisin, plutôt que d'être tiré, je dirais, dans l'autre. Donc l'idée, c'est en fait de séparer ces éléments, de les écarter afin de rendre le sillon le plus compliant, le plus libre possible. Et lorsqu'on a éventuellement une zone qui est très plus indurée, on peut aussi appliquer une technique. Ah, c'est bloqué. Non, c'est bon. Ah. Une technique dite de fibrolyse, où on a en fait un geste. Vous voyez que le geste se fait avec les deux mains. C'est la main qui palpe, qui guide, et le crochet qui affine, je dirais, l'effet mécanique sur la zone d'intérêt. Et dans certains cas, comme je vous le disais, ce crochet peut être orienté, c'est le gros avantage de ces instruments, pour avoir une action beaucoup plus punctiforme. Ceci pourrait être très intéressant sur des zones comme les anthèses, donc les zones d'insertion, où là, on peut avoir une action qui est, je dirais, plus large, beaucoup plus globale, mais en utilisant un peu plus de force les structures anatomiques.
on peut évidemment modifier l'orientation de la spatule en fonction de la direction d'application. Et dans certains cas, je vous ai dit, on avait développé des techniques actives où l'idée, ça va être de créer une tension dans un sillon relâché musculaire et puis de demander une contraction aux muscles voisins. Contraction modérée, ce qu'on voit ici, ça veut dire que on va étirer passivement une structure et on demande une action musculaire. Il faut évidemment qu'il y ait une bonne coordination musculaire, ce qui ne peut pas se faire dans tous les espaces. Mais quand on a des muscles qui sont tout à fait antagonistes, c'est parfois plus facile à réaliser, mais c'est également beaucoup plus intéressant. Et on le retrouve notamment au niveau de la cuisse. Je vais peut-être juste changer la position du sujet. Je vous montre par exemple une application sur la nuque, qui est aussi une région assez intéressante. On va voir s'il va bien calculer notre position. Voilà, peut-être pas très académique, mais voilà. Donc, une belle application, c'est au niveau du trapèze, où on connaît les zones de recouvrement du trapèze sur les muscles plus profonds, que ce soit l'élévateur de la scapula, mais aussi le splénus de la tête et du cou. Et donc, vous voyez ici, c'est un relief anatomique qui est beaucoup plus facile à évaluer, où la structure musculaire peut vraiment se prendre en main et le crochet peut vraiment aller chercher à la face antérieure du trapèze pour pouvoir étirer et le décoller par rapport aux éléments plus profonds. Il y a des études qui montrent que il y a des modifications au niveau de la compliance des fascias d'interconnexion dans le cas de cervicalgie. Donc, c'est quelque chose qui permet d'avoir une action qui est beaucoup plus précise et punctiforme et qui permet d'aller décoller des zones que le doigt ne pourrait pas atteindre. Et vous voyez, ce qui est important, c'est la position de la main et l'accompagnement. Le doigt est toujours à côté du crochet, ce qui donne vraiment je dirais, un feedback palpatoire instantané et qui permet à ce moment-là de progresser. Le crochet présente aussi je dirais une partie dorsale, une courbure, et cette courbure est souvent utilisée pour certains, un travail préparatoire, je dirais au niveau facial superficiel, ou lorsque je dirais la sensibilité musculaire est importante déjà en superficie, ce qui permet d'étirer les fibres soit transversalement, soit longitudinalement, selon bien sûr la structure anatomique. L'action, l'action, elle se fait aussi sur les zones d'insertion, donc c'est très intéressant d'aller chercher à étirer, à mobiliser les insertions musculaires, donc les tendineuses, ces nappes tendineuses superficielles, okay, au niveau du trapèze. C'est là souvent où il y a une sensibilité augmentée. C'est aussi dans ces zones-là que certains nerfs cutanés peuvent être irrités dans les espaces de perforation. Donc, ça permet d'aller mobiliser et étirer ces petites zones où les rameaux cutanés sont quelque part enclavés et rajoutent à la clinique cette symptomatologie particulière de type névralgique ou dysesthésique. Ben, voilà, d'abord, je voulais vous saluer tous et puis féliciter Pierre-Michel qui, avec beaucoup d'humilité, nous a fait cette présentation basée sur quand même 30 ans d'expérience. Et donc, se rappeler que ceci n'est pas né comme ça d'une idée au coin d'une table, mais c'est le cheminement de son expérience clinique, académique et scientifique. Et donc, c'est vraiment, on s'est demandé pourquoi d'abord utiliser un instrument pour prolonger votre main, mais surtout pourquoi cet instrument, le Myorinx, et ce Myorinx a toutes ces caractéristiques qu'il a soulignées, et en résumé, ben, c'est la précision, l'efficacité, avec ses courbures différentes, et c'est aussi très, très soulageant pour le thérapeute. Grâce à cette ergonomie revisitée, ben, c'est moins fatigant, c'est plus efficace, et donc, quand vous êtes à 25, 30 ans
de pratique clinique, c'est parfois important aussi de pouvoir un petit peu se soulager. Donc, c'est un peu le crochet 3.0 qu'on vous a présenté aujourd'hui. Une nouvelle formation chez Ostéostructure à partir de l'année prochaine. Donc un outil vraiment indispensable que moi personnellement, alors j'ai des anciennes versions, donc justement je vais aussi me mettre à jour bientôt, que j'utilise régulièrement depuis, oui pareil, depuis une quinzaine d'années. Et il me tarde d'essayer ces nouveaux crochets. Donc, lors de cette formation, bien sûr, le livre sera offert comme support de cours. Et on adaptera aussi, on verra aussi au niveau des crochets. J'en profite aussi déjà pour vous annoncer hein, que le 28 mars, c'est pas encore sur le site, mais c'est acté. Le 28 mars donc 2025, l'année prochaine, j'ai l'honneur bien sûr d'accueillir Jean-Claude Gaberto, donc le docteur Jean-Claude Gaberto, sur la promenade sous la peau. Donc il viendra faire une conférence, mais pas que. Ça sera une journée justement dédiée totalement au conjonctif. Hein, un vendredi complet hein, de 8h30 jusqu'à 18h. Donc ben, Pierre-Michel a déjà dit oui. Donc pour également nous faire une présentation. Il y aura également d'autres, Bernard aussi. Bernard aussi, voilà, bah, comme ça vous serez deux. Donc, la présentation de ce crochetage myofascial, il y aura également présentation sur le tendon, les fascias, et puis aussi sur les techniques un peu myodétensives et tout ce qui est technique un peu plus musculaire, et bien sûr la présentation l'après-midi, donc avec Jean-Claude Gamberto. Je te remercie Pierre-Michel et Bernard pour cette journée, pour cette soirée, pardon. Merci à vous pour Merci. votre écoute. À bientôt donc pour de nouvelles informations et je vous souhaite à toutes et à tous une agréable fin de soirée. Merci beaucoup, au revoir.